Grand format sur BFM Business. Dernière partie du grand format avec Thierry Marx. Thierry Marx, tiens, en fait, j'ai un petit conseil à vous demander. Quand on découpe un sushi, est-ce qu'il y a un truc qu'il faut faire très attention? Oui, dans la préparation du poisson, c'est ce qu'il faut faire très attention à la façon de couper et de préparer le poisson. Mais alors après, c'est plusieurs années de travail, donc bon, j'ai du mal à expliquer ça. Plus sérieusement, je reviendrai à des thèmes un peu d'actualité. Vous êtes engagé, vous avez dit qu'il fallait en fait régulariser les personnels qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont issus de l'immigration, qui sont des immigrés. Alors ça a soulevé un tollé. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Une chose, sortir de l'hypocrisie tout simplement. C'est-à-dire que quand vous passez la tête sur un chantier, dans votre rue, dans un bâtiment, quand vous passez la tête dans une cuisine, vous voyez qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont réguliers, qui sont venus en France, qui se sont intégrés par le travail, par une montée en compétences dans le travail, et qu'ils ont cette fragilité. Un jour, ils sont légaux, le lendemain, ils ne le sont plus. Bien souvent, ils sont là depuis entre 5 et 10 ans. Donc je pense que là, on peut parler de régulariser ces personnes sur le sol français. Mais dès lors qu'il y a le mot immigration, bien souvent, il y a une espèce d'envolée comme ça, lyrique, avec des rhétoriques de plateau pour absolument parler que de l'immigration. Moi, je parle de gens qui travaillent, qui se sont intégrés, qui Vous découvrez la politique? Je découvre la politique qui ne m'intéresse pas beaucoup. Le rôle de président de syndicat. Vous voyez, donc il y a eu le mot immigration. Alors je dis oui, il faut régulariser les gens qui sont là depuis longtemps et qui font bien leur travail, qui sont intégrés aux entreprises et qui surtout ont compris ce qu'était le mécanisme de la République française. Donc ils sont parfaitement éligibles à être reconnus sur ce sol. Oui, mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils coûtent moins cher qu'un Français. C'est faux. Il y a une grille des salaires. Il y a une grille des salaires, peut-être chez vous, mais pas partout. Non, aujourd'hui, d'abord, si vous prenez que le cas de la restauration, il faudrait que la personne soit assez stupide pour dire je vais accepter un salaire qui serait moindre que la règle appliquée dans ce domaine, parce qu'il y a tellement de demandes aujourd'hui qu'il est très facile d'aller d'un restaurant à un autre. Donc c'est pas le sujet, le salaire. Moi, je pense que, d'abord, quand on parle d'immigration, c'est un sujet dans votre profession. Non, je l'entends. Peut-être pas au Moyen-Oriental, non, mais partout, partout, vous avez raison. Il faut payer correctement les gens, il faut les aider à s'épanouir. Donc, la formation professionnelle a beaucoup de sens dans nos métiers pour monter en compétences et gagner mieux sa vie. Ça, vous prêchez un convaincu là-dessus. Mais encore une fois, quand on parle d'immigration, on parle de gens qui se sont intéressés à nos métiers, qui sont venus dans nos métiers, qui sont là depuis longtemps et tout d'un coup, une fois par an ou deux fois très régulièrement, il faut qu'ils refassent leur carte de séjour. Et là, ils étaient dans la légalité, ils ne le sont plus. Or, c'est des gens des personnels qui se sont parfaitement intégrés. Donc voilà, moi je ne rentre pas du tout dans le débat de l'immigration parce que dès qu'il y a le mot émigration, on va faire un amalgame, on fait une mauvaise... Ça concerne combien de personnes ? C'est pas compliqué. Les chiffres depuis 5 ans sur l'hôtellerie-restauration, c'est 19% de personnel étranger dans nos métiers. Vous voyez, c'est pas non plus un chiffre record. On a l'impression qu'il y aurait de plus en plus de gens issus de l'immigration dans nos métiers. Ça doit progresser parce que lorsqu'on voit le nombre de postes vacants, 200 000 postes. Parce que les gens, 200 000, je crois, oui. Les gens ne veulent plus venir travailler chez vous. Alors, vous présentez une image presque un peu utopique. Non, mais vous avez raison. La réalité, elle est autre. La réalité, elle est autre, mais pas simplement dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. On ne retrouve pas de chauffeur de car, on ne trouve pas de personnel pour le bâtiment, etc. etc. Non, je pense qu'il y a de toute façon, après cette crise Covid, cette crise historique finalement, il y a une nouvelle planification du travail. Il va falloir qu'on la regarde en face. Aujourd'hui, on a des jeunes gens, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui nous disent « je ne veux pas avoir un rapport sacrificiel au travail. Donc je veux bien faire une coupure l'après-midi, mais il faut me replanifier mon travail. 4 jours, 3 jours de repos, etc. » Donc il va falloir regarder ça en face. Ce n'est pas simplement une question de salaire. Aujourd'hui, on a des difficultés à recruter dans le métier, en rappelant quand même aux régaliens que nous ne sommes toujours pas sur les listes des métiers en tension. Et il faudrait quand même qu'on soit inscrit sur les listes des métiers en tension. Ça changerait quoi ? C'est-à-dire que ça nous permettrait d'ouvrir un petit peu plus tout ça. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand on est allé chercher des personnels à l'extérieur de l'Hexagone pour les faire venir en France pour la saison. Je pense que là, c'était répondre sur la forme, mais pas sur le fond. Sur le fond, on doit former mieux
et permettre à des personnes de rentrer plus vite dans nos métiers. Est-ce que vous pouvez les payer mieux? Ou il y a vraiment, comme disent les restaurateurs, on n'a pas des marges insuffisantes? Ah non, ce sont des métiers, on peut payer mieux quand la personne monte en compétence, il est normal qu'elle soit rémunérée. Oui, non, mais augmenter les salaires. Mais augmenter les salaires, ça a été fait, beaucoup. Oui. On gagne... Oui, non, non, mais il faut le dire. Vraiment, là, il y a un Non, pas du tout. Vous avez la loi qui est le SMIC hôtelier, et il y a une vraie progression. Vous gagnez mieux votre vie. Vous gagnez mieux votre vie dans l'hôtellerie-restauration, bien souvent, qu'en travaillant dans une administration, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quand même un secteur qui est toujours montré du doigt. C'est un peu gênant d'ailleurs de le montrer toujours du doigt en disant « il paye mal ». Ben non, si vous ne payez pas bien, aujourd'hui il y a une telle demande que vous n'avez personne. Donc je vois des jeunes chefs qui des fois dans des établissements commencent à 3 000, 3 500. C'est pas mal. Donc ça veut dire que c'est des métiers qui font l'effort, mais encore, revenons aux marges. Là, aujourd'hui, à un moment donné, une entreprise, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Et là, avec l'effet ciseau qu'on va avoir avec l'énergie, ça va être quand même assez redoutable. Je peux vous demander combien vous gagnez au Mandarin Oriental? Je n'ai pas l'idée en tête, mais c'est pas. J'ai un salaire de chef de cuisine. Pourquoi vous restez au Mandarin Oriental? Vous n'avez pas envie d'avoir un restaurant 3 étoiles Thierry Marx? On en reparlera plus tard. Ah oui, donc ça non, mais moi j'ai continué dans mon projet, je n'ai jamais rien caché à personne. Le Mandarin est une entreprise merveilleuse, planétaire, avec qui j'adore d'ailleurs sur le modèle économique et sur le modèle managérial. J'ai toujours été très, très, très proche du groupe Mandarin. Mais après, effectivement, j'ai des ambitions personnelles pour aller ouvrir d'autres choses. Et encore une fois, je vous dis, je transfère tout ce que j'ai aujourd'hui dans une économie dite sociale. Et on va ouvrir un établissement dédié dans lequel je serai très impliqué, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est là où la quête de l'étoile est importante. Ah mais essentiel, 1, 2, 3, bien sûr, essentiel pour montrer que, 1, l'innovation a du sens, 2, l'innovation sociale a du sens, parce que dans cet établissement, on va avoir 15 à 20% de personnes en inclusion, et aussi d'autres personnes, comme ce que nous avons à la Tour Eiffel d'ailleurs, ou dans T-Traiteur, on a une entreprise de traiteurs dans laquelle nous impliquons aussi cette capacité de recrutement liée au social. Quelques questions pour finir, un peu en vrac comme ça. C'est quoi votre quête du Graal? Oh, ça reste continuer à travailler sur la formation professionnelle de gens qui se croient. Quand vous vous couchez, vous vous dites pas, tiens, je vais continuer à travailler sur la formation. Non, mais ce qui m'a apporté le plus de... Vous dites votre rêve, on est dans un endroit. Ah non, mais le rêve, c'est toujours 3 étoiles. C'est le rêve, quand je suis rentré dans ce métier, c'était d'avoir 3 étoiles. Et le rêve aujourd'hui, c'est d'avoir 3 étoiles dans une autre économie que celle que je connais, qui est une économie capitalistique. Aujourd'hui, je veux faire 3 étoiles dans l'économie sociale. C'est clair, je le dis haut et fort. Votre pire cauchemar? Mon pire cauchemar, c'est ce que je viens de traverser. Là, je me suis blessé à l'épaule et d'avoir un arrêt de 3 mois à ne pas pouvoir utiliser mon épaule droite. Ça, c'était... accident judo? Oui, exactement. Et donc, voilà, ça, c'est la mauvaise blessure qu'on a du mal à soigner. Et ça, c'est... Bon, voilà, maintenant, c'est réparé, mais... Ouais, là, j'étais content d'avoir une belle équipe pour m'aider dans ces moments un peu plus compliqués. Ouais. Quand vous êtes justement dans le stress, vous faites quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la musique, il y a la méditation et il y a la lecture. La musique, oui, c'est les voix. C'est les voix, c'est les voix de la voix de Sœur Marie Kérouz, c'est la voix de la Calas. Oui, mais puis il y a toutes sortes de voix qui peuvent m'inspirer. Handel, j'aime beaucoup. Ça, c'est Mendelssohn. J'aime bien les oratorios de Handel, j'aime beaucoup. Et la ça, c'est méditation, vous faites ça ici? Oui. En haut, sur le jardin. On a il y a une petite cabine de téléphérique, là, à neuf, comme on dit. C'est là-dedans que vous méditez? Non, j'ai une pièce là-haut ou en bas, ça me va très bien. Et puis, mais c'est vraiment des moments où j'arrive à décompresser ou à me remettre un petit peu dans l'axe ce que je veux faire. Ouais. Mais j'ai vraiment ces instants de musique, mais il n'y a pas que la musique dite classique, hein, il y a toutes sortes de musiques qui peuvent... Sonny Rollins, par exemple, ça peut très bien votre fin de vie, elle sera où? Elle sera au Népal? Elle sera au Japon? Ça pourrait être dans des lieux... grec? Elle sera où? Ouais, ça pourrait être dans des lieux comme ça, oui. Vraiment, des lieux
on se fait un peu oublier, on se refond dans la nature. Ouais. Ah oui, non, c'est plus ça. Ouais. Ouais. C'est là, je viens de passer quelques jours au cœur des Pyrénées-Orientales avec un peu de rusticité. C'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup. C'est pas la rusticité, c'est qu'on peut quand même le dire. Vous étiez avec votre ex-commando? Ah oui, non, c'était oui, commando. Ouais. Et un centre de formation. Vous avez toujours un lien avec l'armée? Oui, toujours. Ouais. Toujours avec la Légion étrangère, beaucoup. Ouais. Et les troupes de marine aussi. On discute, on refait le monde, mais vous savez, c'est des gens étonnants, c'est des gens qui... aussi un parcours cabossé? Pas que, c'est aussi des gens qui vont se donner corps et âme pour une patrie qui n'est pas forcément la leur au départ. Donc je trouve que c'est formidable. Et puis c'est des gens qui ont encore le sens de la parole donnée, ce qui devient quand même de plus en plus rare. Vos grands travaux à venir? Mes grands travaux à venir, ce sera sur la ruralité, vraiment. J'aime beaucoup la ruralité. La campagne? Oui, la campagne. Et puis je ne suis pas sûr que quand on est au cœur de Paris, au cœur de Lyon... Oui, en même temps, tout est à Paris chez vous. Exactement, mais j'ai pas c'est un paradoxe de plus. Mais attends, alors, ça, peut-être que je devrais me mettre sur le divan d'un psy, parce qu'on a été virés de Paris, nous. C'est-à-dire que mon extraction sociale, on était dans des quartiers pas terribles du haut du 20e arrondissement, et on nous a fait croire un petit peu au miroir aux alouettes en nous envoyant dans des quartiers politiques de la ville, au fin fond des banlieues, où on voulait là non plus pas de nous. Donc j'avais cette hâte de revenir à Paris et de dire bah, vous ne me virerez plus de Paris là. Mais finalement, j'aime Paris, hein, je suis viscéralement attaché à Paris, mais en même temps, par moments, la ruralité, la rusticité me manque. Presque. Oui. Ah oui, complètement. Ouais. Alors je l'assume totalement. J'ai l'impression que ma génération et nos parents n'avaient plus les moyens de vivre à Paris. Et je souffre de ça. Et quand je voyais le 20e arrondissement où j'étais heureux comme dans ma petite enfance, et d'arriver au milieu de nulle part, sur le plateau de Queuilly, à Cité des Bois-l'Abbé ou au Boulereau, je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont chassé de ce 20e arrondissement. Et moi, je ne suis pas attaché à Paris, je suis attaché au 20e. Oui, puis est-ce que ça symbolise? Mais ce que ça a symbolisé de nous faire virer, moi je me souviens que ma maman, elle venait avec mon papa, on regardait si on ne pouvait pas relouer un appartement dans Paris, parce qu'ils sentaient qu'on était là, heureux là, et qu'on ne pouvait pas, c'était inaccessible. Mais maintenant, vous arrivez dans une deuxième partie de votre vie, peut-être que la ruralité vous appelle, c'est une étape de plus, dernière étape. Je pense qu'on peut. J'aime le monde agricole, j'aime la ruralité. Je pense que cette étape-là, je ne veux pas la louper parce que j'aime profondément la campagne française et ce qu'on peut y faire. Je trouve qu'il y a un tourisme vert qui va être formidable en France si on sait l'appréhender. Grand projet du nouveau président de l'UMH. Merci Thierry Marx de nous avoir ouvert les portes de cet incroyable atelier qu'on a découvert. Merci beaucoup. Merci, plaisir. Grand format sur BFM Business.